Je vais commencer par le professeur François Alla, professeur de santé publique à l'Université de Bordeaux, en visioconférence, je crois. Professeur Alla. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Nous vous entendons. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Donc, merci de m'offrir l'opportunité de m'exprimer, de porter un regard critique, puisque c'est l'intitulé de cette table ronde. Donc, nous parlons tous de quelque part, c'est important de le préciser. Pour ma part, je m'exprime en tant que chercheur et praticien de santé publique et de prévention et acteur de la démocratie sanitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour mon analyse, je me base sur des principes et des méthodes. Et ces principes, qui sont ceux de la démocratie sanitaire, interrogent tant le processus de décision, c'est le côté démocratie, que la nature de ces décisions, c'est le côté sanitaire. Ceci étant précisé, quelle est mon analyse de la prise en compte des effets indésirables dans la campagne vaccinale, puisque c'est le sujet de la table ronde. Et pour cela, j'aborderai plus particulièrement la stratégie vaccinale, la communication et le rapport bénéfice-risque, ce qui me permettra de répondre à certaines de vos questions, en tout cas celles qui relèvent de mon champ d'expertise. Tout de suite, et pour préciser, sur l'aspect pharmacovigilance et pharmacoépidémiologie, je n'ai pas de critique majeure à formuler. Et au contraire, je trouve que le travail a été fait pour le recueil de l'information, ça a été précisé tout à l'heure, pour son analyse, pour la mise à disposition des données aussi, ce qui est une grande nouveauté à une telle échelle, et ceci en France comme à l'international. Donc, une critique, ça peut être une critique négative, mais une critique positive. Là, elle sera plutôt positive, et je tiens plutôt à féliciter les équipes mobilisées dans ces travaux, et je sais d'expérience comme c'est lourd. Donc pour moi, ce qui pose problème, et là ça sera peut-être le côté négatif de la critique, ce ne sont pas tellement les données, mais la façon dont elles ont été utilisées ou non utilisées en termes de politique publique et les communications qui ont pu être faites autour de ces données. Et pour le dire de façon très claire, pour moi, la communication sur les effets indésirables n'a pas été loyale. Et là, je reprends un terme de l'éthique en santé, c'est-à-dire qu'elle ne permettait pas un consentement libre et éclairé, comme l'exige le Code de la santé publique. Et cette communication était inadaptée, mais en réalité, elle ne pouvait être qu'inadaptée, car elle était au service d'une stratégie inadaptée. Alors pourquoi je qualifie cette stratégie d'inadaptée? Je vais le préciser avant d'aborder plus spécifiquement la communication et notamment sur les effets indésirables. Pourquoi elle était inadaptée? Car nous avons explicitement mis en œuvre en France une stratégie de masse, ça a été rappelé, visant une immunité collective, que l'on sait pourtant inaccessible par la vaccination, ou du moins par la vaccination seule. C'est en effet bien établi, ça a été rappelé à l'instant. Les vaccins, s'ils ralentissent, j'allais dire, la diffusion de l'infection, ne permettent pas de l'arrêter. Par contre, permettent surtout, et c'est leur principale qualité, de réduire la probabilité des formes graves. Donc, avec ces caractéristiques vaccinales, la mesure de santé publique qui pouvait être évidente, ce serait de mettre tout en œuvre pour vacciner les personnes les plus à risque de formes graves, de par leur âge ou de par leur état de santé ou la combinaison des deux. Pourtant, on a clairement fait l'inverse en France, et ça s'observe dans les chiffres jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a choisi de vacciner tout azimut la population générale, au détriment de ceux qui en avaient le plus besoin. Et c'est au détriment de ceux qui en avaient le plus besoin, parce qu'on se dit si on vaccine tout le monde, on vaccine aussi les plus fragiles. Non, malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en santé publique, car une mesure universelle est par nature génératrice d'inégalités. Car qui va s'emparer des modalités de vaccination, surtout telles qu'elles ont été mises en œuvre? Ce sont les plus jeunes et les plus favorisés. Et on l'observe très clairement dans les statistiques françaises, les personnes les plus âgées, les plus malades, les plus vulnérables socialement, les personnes atteintes d'un handicap ou d'une autre vulnérabilité sont encore aujourd'hui les moins vaccinées, alors qu'elles en ont le plus besoin. On s'est targué, ça a été encore rappelé tout à l'heure, d'avoir une des meilleures couvertures vaccinales d'Europe en population générale, mais par contre, on se targue un peu moins d'avoir toujours la pire en Europe de l'Ouest chez les plus de 80 ans, qui nécessitent le plus d'être vaccinés. C'est un vrai paradoxe et c'est un vrai non-sens du point de vue sanitaire. Et je rajouterai aussi, c'est un gâchis du point de vue médico-économique. Parce que est-ce que c'est très efficient
d'utiliser, de mobiliser des centaines de milliers d'euros et des dizaines de milliers de ressources humaines en santé, de professionnels de santé pour vacciner, alors que par ailleurs, et malheureusement l'actualité nous le montre tous les jours, notre système de santé souffre d'un manque de moyens financiers et humains cruels. Et c'est ça aussi une vision de santé publique. Ce n'est pas uniquement le moyen qu'on utilise de manière absolue, c'est aussi de manière relative. Est-ce qu'on l'a utilisé au meilleur endroit possible? Alors toujours avec cette vision de santé publique, hein, c'est de là d'où je pars et c'est de là d'où je parle, je voulais souligner que sa stratégie d'immunité collective assumée nous a fait oublier des principes élémentaires qui font notre contrat social et des principes éthiques élémentaires. Et ça, je tiens à le dire avec force parce que c'est extrêmement choquant du point de vue de la santé publique. Et ça a été particulièrement frappant pour les enfants et les adolescents qui étaient vaccinés, non pas pour leur propre bénéfice, mais d'abord pour protéger les adultes. Je vous invite à relire, et je pourrais vous transmettre les verbatims, les documents, les interviews, etc., à relire les prises de position de début 2021 sur la vaccination des enfants et des adolescents. C'était d'abord pour atteindre l'immunité collective. Faute d'adultes en nombre suffisant, il faut vacciner les enfants, ou il va falloir vacciner les enfants. En juin 2021, le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, a rappelé comment cette instrumentalisation des enfants heurtait des principes fondamentaux de l'éthique en santé. Le discours a donc changé et comme on ne pouvait pas justifier un bénéfice clinique majeur individuel des enfants, on a inventé un bénéfice psychoéducatif, on pourra en reparler si vous le souhaitez, et en parallèle, on maintenait toujours en filigrane, sans l'assumer, mais en filigrane cette communication sur l'immunité collective. En gros, les enfants étaient des vecteurs de Covid qu'il fallait vacciner pour cela. Ça peut vous sembler anecdotique, mais j'ai été frappé par les propos du Premier ministre de l'époque au moment où il annonçait la vaccination des enfants et l'extension de la vaccination des enfants. Qu'a dit le Premier ministre? C'était de mémoire le 6 décembre 2021. Il a dit que s'il avait été contaminé, rappelez-vous, il avait été contaminé par le Covid, c'était sa fille de 11 ans qu'il avait contaminée. Il avait expliqué qu'il fallait ainsi vacciner les enfants car ils sont des transmetteurs. Ainsi, il ne s'agit pas de protéger les enfants, mais de se protéger en tant qu'adultes des enfants qui représentent un danger potentiel. Donc c'est pour moi une rupture fondamentale avec des principes fondamentaux éthiques en santé. Là, pour préciser, le fait qu'une vaccination a un bénéfice individuel et un bénéfice collectif, oui, et c'est le principe même de la vaccination. Mais on ne peut pas mettre en avant le bénéfice collectif si on n'a pas un bénéfice individuel. Et ça, c'est extrêmement important, notamment chez des personnes vulnérables comme les enfants. Donc j'en viens maintenant rapidement à la communication, et je pourrais préciser mes propos si vous le souhaitez. Donc, comme je l'ai dit, comme la stratégie était inadaptée, la communication ne pouvait être qu'inadaptée. En effet, on a choisi une vaccination de masse. Donc, il fallait vacciner en masse des personnes qui n'en avaient pas un besoin impérieux. Et donc, il fallait manipuler, c'est-à-dire en jouant sur ce qui fait qu'on choisit de se faire vacciner. Nos travaux de recherche, puisqu'on travaille notamment sur l'hésitation vaccinale, et ça, qui travaille là-dessus, on montre qu'est-ce qui fait qu'on se vaccine. On se vaccine si on pense qu'on est vulnérable face à la maladie. On vaccine si on pense que le vaccin est efficace face à la maladie, et on se vaccine si on pense que le vaccin est dénué d'effets indésirables. C'est un peu les trois conditions, trois éléments qui permettent de construire une décision individuelle. Et donc, si on voulait pousser des personnes jeunes en bonne santé à se vacciner, il fallait forcer le trait sur ces 3 points, c'est-à-dire renforcer le sentiment de vulnérabilité par rapport au Covid. Deuxièmement, exagérer les bénéfices liés au vaccin. Et troisièmement, mettre sous le tapis les effets indésirables. Et je vais préciser et illustrer ces affirmations parce que ça me semble vraiment important. Premièrement, renforcer le sentiment de vulnérabilité. C'est la fameuse stratégie de la peur qui n'a pas été spécifique du vaccin, qui a été utilisée dès le début de la crise Covid. Rappelez-vous, tous les soirs, le nombre de morts égrenés à la télévision. C'est une stratégie de communication qui est assumée, qui a été construite, qui s'appelle la stratégie de la peur et qui a utilisé des voies extrêmement diverses. C'est par exemple les reportages télé au moment du lancement de la campagne de vaccination des jeunes adultes, les reportages télé sur le jeune adulte en bonne santé, sportif, tout bien, sans comorbidité et qui se retrouvait hospitalisé en réanimation.
Au moment de la campagne vaccinale des enfants, en janvier, on a vu sur les réseaux sociaux et ailleurs beaucoup d'informations sur un nombre important de décès d'enfants. C'est de la manipulation des esprits, très clairement, et très clairement assumée d'ailleurs par ceux qui l'ont construit, et qui passait aussi parfois par la manipulation des chiffres. Je vous invite comme référence à regarder le compte-rendu ou à lire le compte-rendu de l'audition au Sénat d'Alice Desbioles en janvier dernier de mémoire, qui a donné des exemples très très concrets de données qui, dans la façon de les présenter, peuvent inciter à faire croire telle ou telle caractéristique de l'épidémie. Et c'est très important sur cette stratégie de communication par la peur. Elle a par elle-même des effets indésirables importants. Elle a contribué notamment à l'explosion des problèmes de santé mentale. Et ça, c'est important de le dire. En France, encore aujourd'hui, il y a un rapport de Santé publique France qui suit ça de façon extrêmement précise de la semaine dernière. C'est près d'un tiers des Français qui aujourd'hui ont un état anxieux ou dépressif. C'est énorme. Les comparaisons internationales montrent que la France, c'est la pire évolution d'Europe en termes de santé mentale. Et quand on parle d'effets indésirables de la vaccination, moi, d'un point de vue santé publique, je fais un petit peu un pas de côté. C'est-à-dire qu'il y a les effets indésirables du vaccin en tant que produit de santé, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, mais il y a aussi les effets indésirables de la vaccination en tant que stratégie, et donc aussi la communication afférente à la vaccination. Et cette stratégie de la peur, en termes de santé publique, elle n'est pas recommandée, elle est même proscrite par toutes les sociétés savantes internationales et depuis longtemps, parce qu'on sait qu'elle a des effets indésirables, dont notamment en termes d'altération de la santé mentale. Donc premièrement, renforcer le sentiment de vulnérabilité, faire peur. Deuxièmement, survendre les bénéfices du vaccin. Pour aller vite, parce que le temps est compté, je donnerai juste un slogan, le slogan gouvernemental « Tous vaccinés, tous protégés ». On sait que c'est faux, on sait que c'est complètement faux, c'est une fake news au sens premier du terme. Et donc effectivement, il fallait expliquer que le vaccin, c'était l'alpha et l'oméga qui allait nous sortir de la crise. Troisièmement, mettre sous le tapis les risques. Et ça, c'est important. Les risques, ils ont été identifiés, ça a été bien rappelé tout à l'heure, très tôt pour certains, que ce soit en France ou à l'étranger. Je pense par exemple pour les myocardites à Israël, qui a été un des premiers à vacciner les ados. Et donc sur ce plan, moi j'ai été clairement choqué aussi, toujours avec mon regard de santé publique et de démocratie sanitaire, du traitement infligé aux victimes supposées des vaccins, parce que ces personnes qui souffrent dans leur corps, qui souffrent dans leur vie, parfois professionnelle, familiale, sociale, sont des victimes à prendre en considération dans tous les cas, et ceci indépendamment du caractère imputable, causal, de leur souffrance à la vaccination, parce que ça a été rappelé tout à l'heure, c'est extrêmement complexe à mettre en évidence à l'échelle individuelle comme collective. Mais globalement, dans la communication publique, ces victimes ont été méprisées. C'est dans le choix du vocabulaire employé. Par exemple, on a rarement entendu le terme myocardite sans qu'on dise bénigne derrière. Que plusieurs pourcents, selon les séries 4 à 20% des jeunes en bonne santé qui font une myocardite post-vaccinale se retrouvent en réanimation, c'est bénin, c'est des myocardites bénignes. Que ces jeunes, pendant 6 mois, ne peuvent pas faire d'activité physique, peuvent être en arrêt de travail et tout, c'est bénin, enfin, myocardite bénigne. Les facteurs physiologiques, multifacteurs, etc., etc. Dans le discours public, médiatique, en permanence, il y avait une minimisation des effets ressentis par les personnes. Et ce mépris allait jusqu'à la censure sur les réseaux sociaux. Sur de nombreux réseaux sociaux, les témoignages de victimes. Là, je parle pas de fake news propagées par des anti-vax. Je parle des victimes qui, de leur lit d'hôpital, racontent leur histoire, étaient censurées sur les réseaux sociaux parce qu'il ne fallait pas faire peur. Et dans le cas d'une campagne vaccinale, quel mépris, empêcher une victime de s'exprimer. Donc, tout ça pour dire que nous avons en parallèle un bénéfice survendu, notamment sur une immunité collective, et des risques mis sous le tapis. Pas dans leur mesure, je répète, mais dans la façon de le communiquer, de façon explicite ou implicite. Et donc ce rapport bénéfice-risque du vaccin, qui est régulièrement affirmé comme acquis, finalement, quel est-il ? Et je vais terminer sur ce rapport bénéfice-risque, parce que c'est une question extrêmement importante, et qui est au cœur, vous l'avez rappelé dans votre préambule et votre synthèse des premières auditions que vous avez effectuées. Donc, je ne vais pas l'aborder du point de vue chiffré, je laisse cela aux spécialistes. Je vais toujours rester dans ma posture santé publique. Quelle est la démarche éthique classique
en santé publique, qui aurait dû d'ailleurs être celle de la campagne vaccinale et de ses différentes phases, parce qu'on parle de campagne, et vous savez qu'il y a eu de très nombreuses phases et d'évolutions liées aussi aux évolutions de l'épidémie, l'évolution d'arrivée sur le marché des vaccins, l'arrivée des données en vie réelle, etc., etc. Mais bon, si je parle de la campagne vaccinale globalement, d'abord, la première règle, c'est qu'on doit objectiver le rapport bénéfice-risque préalablement à la mise en œuvre de la mesure, du choix, de l'indication, du choix de vacciner un tel ou un tel et de telle façon. On doit l'objectiver et c'est préalable. Et deuxièmement, on se doit une transparence de ce rapport pour que chacun, en fonction de ses caractéristiques, puisse consentir de manière libre et éclairée. Je le rappelle, c'est le code de santé publique, le code de la santé publique en France. Or, à ma connaissance, je peux me tromper, mais je les ai lus, je pense tous et plusieurs fois, aucun des avis, aussi bien de la Haute Autorité de Santé que d'ailleurs de l'ANSM, n'ont présenté de telles données à l'appui de leurs préconisations. C'est-à-dire quel est le rapport bénéfice-risque du vaccin en fonction de son âge, en fonction de son sexe, de son état de santé, parce que c'est souvent l'information qui est oubliée dans beaucoup d'études, et d'ailleurs dans les statistiques qui nous sont présentées chaque semaine, des scénarios d'évolution de l'épidémie, et ceci contextualisé à la France. Et j'insiste parce que ça a été dit tout à l'heure, c'est extrêmement difficile d'extrapoler ces données d'un contexte à l'autre ou d'un moment à l'autre, puisque le rapport bénéfice-risque dépend bien sûr de la dynamique de l'épidémie, du risque d'infection, de la nature du variant, etc., etc. Mais on n'avait rien là-dessus. Et ces avis se contentaient d'affirmer le rapport, un argument d'autorité. Il y a un rapport bénéfice-risque favorable, comme la plupart d'ailleurs des études de pharmaco-épidémiologie qui objectivaient tel ou tel risque. Mais ce risque ne remet pas en question le rapport bénéfice-risque, mais sans donner de chiffres, sans donner de preuves, sans donner d'éléments. Et au pire, reconnaissez qu'ils n'en savaient rien. À titre d'exemple, je vous lis la première phrase de l'avis de l'ANSM du 18 janvier 2022. C'était plutôt la Haute Autorité de Santé qui était en charge, mais comme aujourd'hui nous avions l'ANSM, donc je me suis permis de citer cette agence. Donc l'avis de l'ANSM du 18 janvier 2002 sur la dose de rappel chez les adolescents. Je vous lis la première phrase, je cite in extenso. L'ANSM et l'EMA, donc l'agence européenne, ne disposent pas encore des données d'immunogénicité, d'efficacité et de sécurité portant sur une dose de rappel chez les personnes âgées de 12 à 17 ans qui permettent d'établir un rapport bénéfice-risque. Clairement, on ne savait pas le 18 janvier 2022. Suite à cet avis, les services du Premier ministre annonçaient, quasiment dans les heures ou les jours suivants, que les adolescents de 12 à 17 ans peuvent désormais recevoir une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19. On n'a pas de rapport bénéfice-risque, on extrapole sur les adultes, etc., etc., malgré tout ce que l'on sait des différences selon l'âge. Et comment on peut aujourd'hui mettre en place ce rappel avec de tels non-arguments, surtout que chez des adolescents double vaccinés, le risque en janvier 2022 de forme grave était pas nul, parce qu'il n'est jamais nul malheureusement le risque, mais extrêmement minime. Donc ça ne justifiait pas, en tout cas, de mettre en place une politique publique aussi forte, avec tout ce que ça veut dire en termes de risque potentiel, en termes d'efficience, avec des arguments aussi faibles. Donc tout ça pour dire que ça ne respecte... Oui. Professeur, ouais, vous êtes, il faut se diriger vers la conclusion. Vous êtes déjà à peu près à 3 fois le temps que nous avions prévu au départ pour votre intervention. Je suis désolé. Donc je vais conclure, je passe directement à la conclusion. Donc pour moi, et comme pour nous tous, c'était inespéré d'avoir aussi rapidement des vaccins aussi efficaces qui représentent un des leviers de sortie de la crise. Malheureusement, c'est souvent présenté comme le levier, mais non, c'est un des leviers dans la panoplie nous permettant de sortir de la crise. Une stratégie en cohérence avec les caractéristiques des vaccins et les besoins de la population aurait pu contribuer à produire de meilleurs résultats en termes de Covid. Tout à l'heure, on a cité, s'il n'y avait pas eu de vaccin, voilà combien il y a de morts. Mais moi, ce que je dis, c'est que si on avait mieux ciblé les vaccins et mieux vacciné ceux qui en avaient besoin, c'est aussi beaucoup de morts évitées. Tous les jours, encore aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de décès par jour de non-vaccinés, de personnes extrêmement vulnérables socialement, par l'âge, par l'isolement, etc. On aurait eu moins de décès, fort probablement. On aurait limité cette casse monstrueuse en termes de santé mentale, notamment chez les plus jeunes. Et on aurait aussi évité cette perte de confiance parce que ça a été analysé par les études, notamment avec des mesures telles que le pass ou autres. Parallèlement à l'augmentation de la couverture vaccinale, la confiance diminue avec tout ce que ça peut générer comme atteinte à la cohésion sociale et aussi en termes de santé publique.
tous les autres vaccins non obligatoires ont chuté, les dépistages des cancers ont chuté. Quand on perd la confiance en santé publique, malheureusement, ça peut être durable et systémique. C'est un vrai gâchis. Donc, merci, professeur. Professeur, il faut vraiment conclure. Non, mais tout ça pour dire que souvent, la démocratie sanitaire a été mise entre parenthèses, et ça a été dit au cours de cette crise, parce qu'on considérait... Professeur, nous avons deux autres intervenants juste après. Des obstacles à la santé. Je pense qu'au contraire, ce ne sont pas des obstacles à la santé, mais des conditions à la santé. Et je pense qu'il faut revenir sur des bases fondamentales. Professeur, nous sommes obligés de passer à la suite. Je suis désolé, mais nous avons bien entendu. Vous allez... Merci pour cette intervention.